chaque pays dans la Terre, les personnes sont différentes. Ils parlent d'une différente langue. Ils ont la peau différente. Okay. On peut avoir différents rêves. On peut avoir aussi une apparence physique différente. À part comme à l'extérieur. Tu peux continuer. À part à l'extérieur, lui le méchant, lui le gentil, lui l'impoli. J'ai oublié c'est quoi. La personnalité. Non, pas la personnalité. Abdelaziz, il dit que je suis stupide. C'est pas vrai. Oui, mais ta gueule! Abdelaziz. Quoi? Tu as le droit d'être en colère, mais tu cries pas sur l'autre personne. C'est pas permis ici. Alors pensez à tous les enfants qui sont en colère dans vos écoles, qui sont agressifs, qui sont un peu violents, mais souvent vous voyez ça comme un problème de comportement. C'est important de voir la souffrance derrière. Qu'est-ce que cet enfant est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il a vécu pour être tellement en colère? Et les enfants, et les études montrent que les enfants qui ont vécu la maltraitance, qui ont vu la violence humaine, qui ont vu le potentiel de violence de l'être humain, ça peut être dans un contexte de guerre, de torture, de persécution ou de maltraitance familiale, mais là, l'être humain, hein, il faut se méfier de l'être humain. بس شفنا انه اول ما فاتوا حكيت لي الماما اول ما فاتوا في عنا مكتب له ضربوا اول ما فاتوا نزلوا على الصاروخ وضربوه تفجر كله ما ضل عنا حب انه حتى ناكل. يعني شفت انه ام يعني هي جارتنا عم تقطش لابنه راسه قطشت له راسه لانه حلفت والله لاذبحك. وسمعوها كانوا مارقين بالفون سمعوها قالوا بدك تقطشي راس ابنك قالت له لا مش هيك مش هيك. قال له لا بدك تقطشي راس ابنك قامت قطشت له انجنت. انا خفت اخذتني الماما دغري سكرت لعيوني فوتني على السوبر ماركت اساسي ما بعرف كيف. حسيت حالي انه بالمرة ما بفهم شي مثل الحيوان. Çok dune çek. Tu imagines legal virgul garza.
لا مزيكا بودن هاشم چه بستحچه و بیدی کوسکانگ ایران سری جانو تاسنم تم گیرن ایران سری بور Ça, on habitait ici au 2e étage. Ça, c'était notre balcon. Et parfois, cette rue, on ne pouvait même pas la traverser parce qu'il y avait des batailles de rue. Ici, on était vraiment pris entre 3 groupes de milices appartenant à 3 confessions différentes. Et donc, parfois, on était pris entre les tirs. Donc, juste traverser cette rue devenait impossible. Donc, on restait à l'école jusqu'à ce que ça se calme pour juste pouvoir traverser la rue et rentrer chez nous. Dans mon expérience personnelle, c'est l'odeur des explosions et de la poudre qui me revenait beaucoup, qui me revient de moins en moins, mais ça arrive justement que dans un certain contexte, ça soit réactivé. Ça peut être les bruits, ça peut être visuel. En tant qu'Arménienne d'abord et en tant qu'Arménienne de la diaspora, j'ai toujours porté en moi la mémoire du génocide des Arméniens. Il y a toute cette mémoire collective, puis il y a la mémoire individuelle, parce que j'avais 6 ans quand la guerre du Liban a commencé en 1975 et j'en avais 21 quand elle a pris fin. J'ai vécu des traumas de guerre, j'ai rencontré la mort, j'ai perdu des amis, il y a eu des assassinats, bref, j'étais en quête de sens, je pense. Et très probablement, c'est ce qui a vraiment été la base de ma motivation pour étudier les traumas de guerre. Je voulais comprendre un peu ce que la guerre fait à un enfant. En mai 2019, j'ai été au Liban pour documenter la situation des réfugiés dans les camps. Merci. اسمي قارين. جاية من Canada. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en contexte de guerre, tous les enfants sont atteints d'une manière ou d'une autre. Ils ne vont pas être sûrs que le lendemain, ils vont être vivants. Leur vie est en suspens. Ils ne savent pas ce qui les attend. La santé mentale peut être ébranlée. شوف البراد ما في عندنا لا خضره لا شيء مشان الكهرباء ما عندنا شيء. En fait, c'est une famille de 8 qui vit ici. Le frigo est complètement vide, il n'y a pas d'électricité. ما بنحسن نشغل الكهرباء بالنهار، ما عندنا مي، ما عندنا خزان. طيب شو بيعملوا كل النهار يعني بيروحوا على المدرسة بيعملوا شيء؟ ما في مدرسة، ما عندنا يعني استطاعة نحطه لو كان هون في شيخ ما بنحسن لا نحطه لا بنطلع لا بنفوت. Ces gens-là sont en attente, donc ils restent pendant des années dans les camps. Il y a des bébés qui sont nés dans les camps. Ça, c'était leur normal, hein, la normalité dans laquelle ils ont grandi. Je m'appelle Mandje, j'ai 17 ans. Ma mère vient du Libéria. Elle a fui la guerre. Je suis née dans un camp de réfugiés en Côte d'Ivoire. J'y ai passé toute ma vie.
J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais. J'ai tant rêvé de ce voyage, on m'a défendu le passage, moi qui navigue dans mes bagages qu'une mémoire et des images. Si nous nous sommes tant aimés et que nous sommes séparés, non, ce n'est pas que je veux vivre sans eux. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. C'est beau, hein? C'est beau, ça, hein? Vous le trouvez comment quand il chante, hein? Triste. Triste, waouh! Hein? C'est un peu bizarre. Bizarre, ok. Vous le trouvez triste, hein? Oui. Pourquoi lui, il est triste, hein? Yassine? Parce que c'est son pays et notre famille. Ah, la famille, hein? Oui. Tout qu'est-ce qu'il y a dans son pays, il a quitté, il est venu. Dans notre pays, il va refaire depuis le début. Oh, elle va refaire une vie depuis le début, hein? Oui. Et ça, c'est pas facile, hein? Non. C'est des choses qu'on ressent au fond de nous-mêmes, hein? Oui. Oui, c'est des choses qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Oui, Mouna? Nous, on était contents parce qu'on allait au Canada, mais on était aussi pas contents parce qu'on quittait notre pays. Ah, oui. Toi, Amar, tu vas oublier ton pays? Non, jamais. Un peu, ok. Toi, Maria? David, la vie. Tu n'oublieras jamais ton pays? Pourquoi? Je l'aime. Tu aimes ton pays, hein? Monsieur, moi, je veux plus retourner à Algérie. Moi aussi. Moi, je veux retourner seulement acheter quelque chose, je reviens. Ok. Une recette. Toi, Isaac, tu retourneras pas pour vivre là-bas longtemps? Non. Pourquoi, Isaac? Ici au Canada, c'est mieux. Ok, t'aimes ça beaucoup plus la vie ici, hein? Oui. Est-ce qu'il y a la paix là-bas? Non. Non, hein? Non. On peut rien faire. Les femmes, il faut qu'il y a le truc sur la tête, je sais pas comment on l'appelle. Ah, Le foulard, normalement, je sais pas. ouais, tu peux l'appeler foulard, ouais. Et les hommes, il faut qu'ils gardent la barbe. Ah, les barbus. Oui. Moi, je l'ai vécu, hein, durant les années 90. Chacun est venu d'un pays, des 4 coins du monde. Et cela ne vous a pas empêché d'être ensemble. Waouh, c'est beau ça, hein? Arrivée au Canada, je me suis retrouvée en classe d'accueil. Je ne parlais pas français et je ne pouvais pas écrire non plus parce que je ne pouvais pas. J'ai jamais été à l'école. Mon deuxième année scolaire, je suis tombée sur Madame Alia, qui était ma prof. C'est grâce à elle que j'ai pu prendre du courage et j'étais déterminée à quitter la classe d'accueil. En même temps, j'étais déterminée à avancer, peu importe les obstacles. Madame Alia, elle était comme une deuxième mère pour moi. Tu sais que tout ça, ça s'apprend. Hein. Tu as 17 ans, c'est ton premier enfant. C'est nouveau pour toi d'habiter seul. Tu auras toujours mon contact. Donc, tu sais que même en fin de semaine, c'est correct, hein, tu sais. OK, donc peur pour mon enfant,
peur de ne pas être capable de gérer le temps par rapport à l'école de Mamadou. Autre chose, là aussi, peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour meubler ta maison et tout. Là, je crois que c'est réglé. Moi, je pourrais mettre un crochet, là, comme quoi c'est réglé. Donc, que tu cites juste ça comme peur, alors que c'est ta première expérience toute seule en appart, ça ne m'étonne pas du tout, hein. Depuis l'année passée que tu étais dans ma classe, tu me surprenais tout le temps avec tout ce que tu étais capable de faire à l'école et dans ta vie. Je me rappelle très bien lors de nos Zooms, là. Voilà. Tu te rappelles? Ouais. À la porte, Manji, est-ce que je peux? Et là, tu es comme, laissez-moi tranquille, je suis en classe. J'entendais qu'il y avait du bruit, mais tu me disais à l'avance, madame, je crois que je ne serai pas à temps. Est-ce que je peux le faire un peu plus tard? Tu l'as très bien fait. Tu l'as très bien géré, en tout cas. Moi, je me rappelle encore de Manji, qui est arrivé à l'école, qui n'a jamais été à l'école auparavant, qui ne savait pas lire ni écrire le français. Je te vois tout le temps avec ton livre dans le corridor. Ta maman va être fière de toi à la fin. Est-ce que c'est toi qui as décidé de partir en appartement? Oui. Oui? Oui, parce que c'était chaud. On ne s'attendait presque pas. Il y avait les jours où je devais vraiment sortir de la maison pour être calme. Et aussi, il y avait les intervenantes aussi qui venaient me voir. Je suis triste parce que je n'arrive pas à cacher. Du coup, ils me demandaient... ça arrivait des fois où je disais toute la vérité, là. Je disais tout ce qui se passe. Et des fois, j'arrivais juste à la protéger, elle. J'ai dit, ça va. Mais pas fini, c'était une chose. Je voyais aussi que mon fils était un peu malheureux aussi. Moi, je peux supporter toutes des choses, mais je ne veux pas voir mon enfant. De un, il n'a pas de père, il est avec sa mère, mais l'autre côté, sa mère est toujours triste, il y a toujours des problèmes. Lui aussi, il va commencer peut-être à se faire des idées. Et là, je me suis assise un jour pour penser. Et je pensais que pour partir, rester dans un appartement avec lui, ça allait être mieux pour lui. Il allait plus être en sécurité et je vais jouer un rôle de mère et père. Je suis fort. T'as un muscle. T'as un muscle? Oui. Beaucoup de muscles? Oui. Regarde, il est vraiment fort. Toi, tu peux soulever un hippopotame? Oui. Où est la force là? Est-ce que tu as des muscles? Oui, c'est bien. Oui, mais montre-moi tes muscles. Hey! Pour les enfants réfugiés que nous accueillons, c'est quand même des enfants qui ont parfois vécu des choses difficiles, vécu des parcours très, très difficiles. Je ne sais pas si vous avez des demandeurs d'asile, mais il y a des familles qui ont vraiment quitté l'Afrique, toute la route pour arriver au Canada, je vous assure. Il y a des enfants qui ont vu des atrocités, des cousins, des amis être même mangés par des bêtes, pour vous dire l'extrême. Mais en même temps, ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est important de connaître ce que les enfants ont vécu. Quand on est traumatisé, souvent, on utilise des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense sont des mécanismes de défense contre l'angoisse. Quand c'est la violence, c'est souvent la haine, la colère. Et c'est très important dans tout ça. Les traumas entraînent une rupture au niveau du sens, le sens de la vie, le sens de la mort, le sens des études, le sens de la migration, bref. Et là, on doit créer des espaces pour reconstruire un sens. Le sens de la vie, le sens de l'école, le sens des apprentissages. Et ça, c'est vraiment primordial, parce que c'est ce qui va développer le bien-être des élèves, c'est ce qui va les rendre encore plus disponibles aux apprentissages. Alors, qu'est-ce qui va les amener à vouloir vous écouter? D'abord, le lien que vous allez leur proposer, le lien sécurisant, l'alliance, un lien qui n'est pas jugemental, qui va les amener à pouvoir échanger avec vous, une écoute bienveillante et aussi, justement, des activités qui leur permettent d'exprimer les émotions, les souffrances, de créer un espace pour la reconstruction.
Quand tu vis dans une société où tu ne peux pas dire ce que tu penses, parce que tu sais que tu vas perdre la vie en disant ce que tu penses. Quand tu vis dans une société où les différences sont interdites. Quand tu vis dans une société où tu ne peux même pas aller travailler, parce que la route est minée de monstres, la route est minée de bombes qui peuvent exploser à tout moment sur toi. Dans un pays où tu n'as pas de droit, la violence a pris le dessus sur la vie. Une direction aussi impliquée, pour nous, c'est un cadeau pour les formateurs, donc merci. Mais je te retourne le compliment, Garine, parce que tes travaux sont tellement en lien avec le travail qu'on fait au quotidien avec les élèves, avec leurs familles. Pour nous, là, c'est arrivé comme un cadeau. Fait que ta présence ici aujourd'hui, là, c'est vraiment... Ouais, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Mais dans tous les cas, je pense que tout ça, c'est parce qu'on est impliqué dans la vie de nos élèves. C'est ça le but, hein, leur bien-être, leur développement, leur intégration. Donc, je suis contente de participer dans une école où on voit que la direction a ça aussi à cœur. Ouais. Parce que des fois, je parlais avec d'autres collègues qui me disaient, bien, il faut que je me batte des fois pour enlever les moyens de coercion, dans le fond, et ou plus la compréhension des besoins des élèves. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui est compris et qui est pratiqué. Donc, Merci. Alors, j'espère que la formation aujourd'hui va répondre à votre attente. Je vais vous présenter un peu les principes, les règles, les consignes. Et puis après, on va nous-mêmes mener un groupe de parole ensemble parce que c'est important de vivre ça aussi, hein, de vivre l'expérience. Les groupes de parole ne sont pas des thérapies de groupe. Vous n'êtes pas des thérapeutes, ce n'est pas des thérapies de groupe. C'est juste prendre le temps à l'école primaire de s'occuper de la socialisation de nos enfants. Et oui, et c'est la mission de l'école québécoise. On dit instruire, qualifier et socialiser. Malheureusement, on ne s'occupe pas assez de la socialisation. Il faut que les jeunes puissent parler librement. On accueille la parole, on n'est pas en train d'apprendre quelque chose aux enfants, on n'est pas en train d'évaluer. Et puis les enfants peuvent tout dire, ils peuvent même dire des bêtises. On donne l'impression parfois que nous, on veut que les enfants réussissent, mais il ne faut pas qu'ils soient en colère, il ne faut pas qu'ils soient agités, il ne faut pas qu'ils pleurent. C'est comme si le message qu'on leur donne inconsciemment, c'est on ne veut que le positif, le négatif est mauvais. Mais le négatif est là, il est en nous, en chacun d'entre nous, et il a besoin d'être aussi exprimé. Un enfant qui dit je suis tellement triste, je vais mourir », oui, ça peut venir déstabiliser le groupe, mais ça lui a donné un espace pour dire sa souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille, c'est « Ah, mais merci de partager ça avec moi ». Et le message qu'on donne, c'est que vous avez un espace, quand vous n'allez pas bien, vous pouvez le dire à l'école. Et là, on va être dans la prévention du suicide. On ne va pas attendre 14 ans des passages à l'acte pour dire « Ah, est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a perçu? Qu'est-ce qui nous a échappé ?» Et ça, c'est l'enjeu majeur. Donc, je pense que cette activité, c'est développer le bien-être, promouvoir la santé mentale, mais prévenir aussi des problématiques. Mais on dit à une personne qui écoute. On ne dit jamais des choses importantes à des personnes qui ne nous écoutent pas. Prenez-le sur vous. On propose un contenant sécuritaire, protégé par un cadre, par des règles, hein, délimité par des rituels d'ouverture, de fermeture, pour protéger une parole qui va développer le bien-être. Quand la personne parle, il ne faut pas l'interrompre. Respecter les autres. On ne coupe pas la parole. Parce que c'est important de bien écouter. Le non-jugement. Ne pas critiquer la parole des autres. La liberté de parler. La liberté d'expression. On dit qu'est-ce qu'on veut. Tout le monde est libre de le faire. C'est comme des secrets qu'on se partage entre nous. On se fait confiance, c'est pour ça qu'on se partage des choses. Alors, respect, non
non-jugement, liberté d'expression. Et voilà. Notre groupe de parole est officiellement commencé. Une autre grande respiration. Expirez. Et là, on va se retourner à l'intérieur. Et on va se regarder. On va commencer l'activité. On va s'asseoir. Aujourd'hui, donc le groupe de parole, c'est notre rencontre pour parler de la thématique de la mort et des pertes. À vous la parole, tout ce qui vous passe par la tête et par l'esprit. Vous pouvez tout dire. Moi, en ce moment, il y a justement la mort de George Floyd qui a été un élément déclencheur aussi concernant le racisme systémique. Puis moi, en fait, ce que ça m'a dit, c'est que il y a des gens qui meurent injustement et cette tragédie et toutes les autres m'ont affectée en tant que personne noire. Donc, c'est ça. Oui. Dès que vous avez dit mort et perte, j'ai pas pensé à ma mort. Moi, je m'en fous de mourir, ça me change rien dans ma vie. C'est plus de perdre quelqu'un qu'on aime. Il me fait peur. OK, c'est sûr, ce qui se passe au Liban, ça fait 3 semaines. Mais ça fait nous faire revivre. Mais quand je pense maintenant à l'état des gens qui sont sans abri, dans les 350 000 personnes sans abri, des maisons démolies, les pertes, et les gens, ils sont en train de nous donner une leçon. Ils sont là pour nettoyer leur ville. Les jeunes. Si je ne devais pas être ici parce que j'ai une famille, j'étais la première à être là-bas parce que j'ai des responsabilités ici. Mais pour qui? Pour qui? Un seul appel de ma sœur, je sais que elle est démunie. Elle m'a dit, je n'arrive pas, je ne sais pas comment l'aider. Je ne sais pas comment l'aider. On dirait que je me sens mal d'être là, à vivre en liberté, pendant que les autres souffrent au Liban. C'est le fait de se sentir impuissant face à la mort, face à des événements comme ça qui viennent, qui rompent la réalité, l'histoire, c'est difficile. Oui, pour qui vivre? En tout cas, je sais pas si c'est le stress de la rentrée scolaire. On sait pas vivre ça aujourd'hui. On commence l'année scolaire, puis on parlait de santé mentale ce matin, puis je vous vois à quel point ça vous touche, puis... Juste de parler, je me sens un peu plus forte. C'est normal de vivre des traumas, c'est normal parce qu'on doit passer par cette adaptation, ça va prendre du temps. Merci beaucoup, mais voilà. Merci d'être là, merci de partager. Donc on va faire le rituel de fermeture. Donc là, je vais mettre ici la boîte au trésor. Et ici, on a la poubelle. Et alors, vous pouvez vous lever quand vous voulez et mettre ce que vous voulez, verbalement ou gestuellement, dans la boîte au trésor ou la poubelle ou les deux. Je mets dans la boîte au trésor tout le partage que nous avons reçu de tout le monde et je mets dans cette boîte au trésor aussi la libération aussi que ça m'a procuré. Moi, je veux mettre dans la poubelle toute la colère, si possible. Toute la colère. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et ça, on le fait pour se détendre, donc il faut le faire sérieusement. Tu peux te retourner. Debout. Debout. Regarde autour de toi qui fait partie de ton groupe de parole. Fais un tour de regard. Une fois que c'est fait, tu peux te rasseoir. Fermez les yeux. Je veux que
tu penses à quelqu'un que tu as perdu, comment tu t'es sentie avec cette perte? Oui, Lynn. Ma famille est au Liban. Et qu'est-ce que j'aime pas, c'est que, imagine s'il y a une autre explosion et ça explose partout, j'ai envie qu'il puisse partir du Liban. Comme il y avait un garçon qui marchait dans l'immeuble où il allait avoir l'explosion, ça a explosé et il a été à 100% mort, mais on n'a pas retrouvé son corps. Plus il est proche, plus il y a ce risque qu'on ne retrouve pas son corps. Oui, Yasmine? Moi, j'ai perdu un bébé. T'as perdu un bébé? Parce que ma mère, elle avait un bébé, mais comme il est... Je sais pas comment, mais comme il est parti de son ventre. OK. Donc, à un moment, elle a perdu le bébé qui était dans son ventre. OK. Est-ce que c'est récent? Hein? Est-ce que ça fait longtemps? Non, ça fait pas longtemps, 3 jours. Ça fait juste 3 jours? OK. Merci, Yasmine. Mira? Quand ma mère m'a dit mon oncle est décédé, l'univers est arrêté pour quelques secondes. Et après, je suis tout de suite courue chez ma mère et je pleurais. Mais quand je me souviens des belles choses qu'on a fait ensemble, je sens que je veux rentrer à ma chambre juste pour pleurer. Merci, Mira. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est quand tu vas te sentir prêt, de venir en avant, déposer quelque chose dans le coffre au trésor ou quelque chose que tu as moins aimé dans le bac à déchets. OK? Quand j'ai dit que les 2 bébés peut-être sont partis ou peut-être sont morts, j'ai pas aimé ça quand Abdelaziz, il a dit Yark. Mais peut-être que c'était pas la bonne émotion qu'il voulait. Tu veux pas dire Yark? Assis-toi. Non! Assis-toi. Tu nous dis que j'ai dit ça, mais je ne dis rien. Assis-toi. Lorsque quelqu'un parle, il faut les écouter. Parce que ça se peut qu'on l'interprète de la mauvaise façon. Ça t'a fait de la peine quand t'as entendu Yark? Ça m'a fait peur quand il a pas dessus. Je comprends. Pas grave, oui. Yasmine. Mais pourquoi? C'est pas grave, c'est la couleur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yasmine? Yark, tu dis rien, je ne dis rien. T'as même pas dit Arc à Naji? Je n'ai même pas dit rien. C'est une menteuse. C'était important pour elle ce qu'elle était en train de dire aux autres. Elle m'accuse, pourquoi moi? Parce que ce que t'as fait là, c'était très violent, tu sais. C'était un geste de violence et j'étais à un cheveu de me lever parce que je ne savais pas ce qui allait se passer après. C'est sûr qu'on est obligé, lorsque la sécurité de quelqu'un d'autre est compromise, d'agir. Il avait déjà évacué tout ce qu'il avait à évacuer. Oui. Il s'est assis, c'était calme. Moi, j'ai pas tout de suite parlé parce que j'étais un peu choquée par le geste. Donc là, j'ai parlé avec la mère. En fait, c'est une famille qui a quitté les États-Unis au moment où tous les sans-papiers aux États-Unis venaient. La Croix-Rouge les a logés dans un ancien hôpital, qu'elle m'a dit. Mes enfants, ils refusaient de manger. Et ils disaient, c'est comme une prison. Probablement que la thématique apportée par cette fille a fait bouger quelque chose de très important en lui. Il y a des émotions qui viennent nous faire réagir plus que d'autres, la colère entre autres. C'est vrai, comme tu dis, qu'on prend notre posture d'intervenant, donc il faut calmer le comportement, alors que si on le voit plus comme un moyen d'expression, on l'accueille peut-être différemment. Donc valider, normaliser les émotions négatives, ça va les encourager aussi à les exprimer, mais c'est cette expression qui va favoriser l'élaboration des deuils, l'expression des traumas et juste l'expression de la souffrance qui va entraîner le développement du bien-être. Donc c'est une expression violente qui était au fond dirigée vers l'ami, qui a été déplacée sur la poubelle. Donc déjà, point bon, positif, 1. Même si c'est en tant que comportement, vous avez utilisé le terme violent, mais en même temps, voilà, on peut être en colère, c'est normal d'être en colère, mais là, on est dans les groupes de parole pour justement parler de la colère, essayer de trouver les mots pour dire les choses. Donc là, vous guidez le jeune à exprimer sa colère autrement que par l'agir. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il est resté dans le groupe. Au début, il ne voulait pas faire partie des groupes de parole. Il s'est approché un peu et je trouve que comme il a évolué dans le groupe de parole, même si ce n'est pas celui qui s'exprime, il se manifeste à sa façon, mais il est resté après ça. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est un moyen de s'exprimer vraiment pour lui parce qu'il est resté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager sur l'expérience?
Comme c'est frais, hier, nous avons fait la mort et les pertes. Puis c'était assez émouvant. Donc, j'ai failli pleurer même avec eux. Il y en a plusieurs qui ont vraiment sorti des choses très touchantes. Je me sentais un petit peu, je sais pas, froide parce que je voulais vraiment lui donner un câlin parce que c'était très triste à voir, mais... Est-ce que tu as pu dire quelque chose? Ben, oui, je lui ai parlé comme merci d'avoir partagé, un petit peu comme vous avez fait avec nous. C'était difficile de rester neutre. Je me rappelle de votre mot, vous êtes là pour contenir toutes les émotions. Et moi, vu que je suis très émotive, là, j'étais comme, d'accord, ça va aller. Mais quand on a fini le groupe de parole, alors après ça, je dis, est-ce que ça va, tu vas bien? Alors j'ai pu vraiment, je donnais un petit câlin. Je ne pouvais pas me retenir. C'est vraiment intense quand un enfant pleure devant toi. L'école, c'est un milieu naturel que les réfugiés, les jeunes vont fréquenter. Et idéalement, il y a plein de choses qui peuvent se faire à l'école, naturellement. C'est aussi parfois la posture nécessaire aussi. À quoi donne-t-on le temps? Est-ce qu'on prend le temps pour connaître justement? Est-ce qu'on prend le temps de faire des groupes de parole? Est-ce qu'on prend le temps de connaître la famille, d'évaluer les besoins, mais pas évaluer l'enfant? Parce que si vous faites une évaluation psychologique de cet enfant maintenant, vous allez avoir probablement un diagnostic. Mais est-ce que ça va répondre aux besoins de l'enfant, de l'élève? Pas nécessairement. Et donc là, il faut peut-être accompagner la mère, justement. C'est-à-dire accompagner la mère pour que la mère chemine, pour qu'elle puisse aider son enfant. Mais qui va le faire? Dans tous les cas, il n'y a pas un mandat au CLSC pour ça. Donc il y a comme un genre de manque et de vide. Dans les écoles, il y a souvent des réfugiés non compris, incompris. On va dire, lui, il ne comprend absolument rien. Ça fait 2 mois qu'il est là, il n'apprend rien. Des enfants parfois qui ont été diagnostiqués autistes parce qu'ils sont trop déconnectés à cause des multiples traumatismes vécus. Et avec l'agressivité et l'agitation, le premier diagnostic qui vient à l'esprit de tout le monde dans les écoles, c'est le TDAH. Le diagnostic fige la personne. C'est une étiquette qui va emprisonner alors que la santé mentale, elle n'est pas statique, elle est dynamique. La santé mentale peut évoluer et dans ce sens-là, c'est important, surtout avec les enfants réfugiés, de leur donner le temps de l'adaptation, de comprendre le vécu, le parcours, la souffrance, pour comprendre le sens des symptômes. Fermer les yeux, c'est le temps pour se calmer et se concentrer pour qu'on soit prêt pour notre groupe de parole. Parfait. Tu pourras ouvrir tes yeux. Daniel. Je mets dans la boîte de trésors toute cette belle expérience que j'ai vécue aujourd'hui avec vous et ce beau livre sur la différence. Oui, mais si c'est Ça te fait intéressant pas de voir peur? ça, Ah, c'est non, mais moi, même si le livre est gros, si c'est intéressant, là, je peux le lire dans Oui, 2 et tu ou sais que 3 tu peux semaines, avoir c'est ça. l'aide de l'enseignante. Exactement.
chaque livre cache quelque chose à l'intérieur, que j'appelle moi un trésor. C'est pour ça que ça vaut la peine d'apprendre à lire, hein? Oui. Ah, donc chaque livre nous cache quelque chose. On va essayer de voir qu'est-ce que ce livre nous cache, hein? Le livre d'Élise Gravel. Et là, je vais solliciter ton pouvoir de lire, hein? Yalas? Un réfugié, c'est une personne comme toi et moi. Oh, Isaac, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Les réfugiés ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient en danger. Donc, on fuit quoi? L'école. On fuit quoi? Un Danger. Un danger. Hein? On fuit un danger. C'est ça la différence entre quitter et fuir. Très bien. On va passer maintenant à la 3e page. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit encore. Hein? Certains sont partis pour échapper à la guerre. Oh, t'es vraiment bonne. Waouh! Il n'y a personne qui aime la guerre, hein? L'image là, est-ce qu'il vous rappelle quelque chose, l'image? On voit des gens qui prennent un bateau et ils traversent la mer. Et ça, vous le trouvez comment, cette façon de fuir? C'est Isaac? dangereuse. Oui, Abdelkader? Il y a deux choses. Est-ce que rester sans payer, il meurt ou il va y aller avec le bateau? Donc, si tu restes, tu es en danger. Si tu pars, tu es en danger. Parce que je reste à mon pays, je meurs, mais bien sûr, parce que c'est... Ah, OK. Ils vont mieux partir, hein? Oui. Donc, ils ont choisi de traverser la mer avec tous ces dangers que de rester chez eux. Il y a quelques gens ne meurent pas, mais un peu sait nager. Ah, donc ils savent nager. Oui. Donc, ils continuent. De nager seul, ils arrivent là-bas. Ah, jusqu'ils arrivent. Ah, aïe, aïe, aïe. OK. C'est fatigant. Ah, qu'est-ce qu'on voit ici? La plupart des réfugiés auraient préféré rester dans leur pays avec leur famille et leurs amis. Est-ce que vous, quand vous avez quitté, vous avez laissé là-bas de la famille? Oui, Marlene? Moi, j'ai quitté la moitié de ma famille. Waouh, la moitié de ta famille. Moi, j'ai quitté ma grand-mère, mes cousins, mes cousines, mon oncle. Presque toute ma famille, je l'ai quittée. Ah, OK. Presque toute la famille, hein? Oui. OK. Toi, Ama? Moi aussi, j'ai quitté la moitié de ma famille. Et tous les soirs, je pleure. Tu pleures pas? Moi, je pleure dans ma tête, mais des fois, je peux pas le résister. J'ai pleuré avec ma famille, je pleure sur mon cours. Ah. J'ai fait comme ça et... Ah, donc ça te fait de la peine, hein? Oui. Oui, Yolande? Moi aussi, j'ai quitté mon père et les sœurs de mon père. C'est mes tantes et mes cousines aussi. Et tu les aimes beaucoup? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit ici? Défense d'entrée. Et ça, c'est? Non. Non. Hein? On est devant quoi ici? On est devant quoi? Oui. Les autres pays ne veulent pas les réfugiés. Ah, donc les pays ne veulent plus de réfugiés. Qui peut me dire pourquoi ces pays-là ne veulent pas des réfugiés? Ils croient qu'on est différent que eux. Donc, effectivement, on a fui la guerre pour retrouver la paix, une vie paisible. Donc, on va aller à l'école, même si on est différent, on a les mêmes droits et on fréquente la même école. Ça, à l'école, c'est vraiment bon. Mais en Algérie? En Algérie aussi, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Les profs frappent les enfants. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ça? Oui. Ils te frappent avec une règle. On frappe comme ça? Il sort dehors, il prend du bois des arbres. Oui, il nous frappe. Avec un bâton? Oui. Il frappe seulement qui est toute bleue. Wow. Si je pose maintenant la question à toi, Yala, si je te pose la question, pourquoi tu as quitté l'Algérie? À cause de la violence et pour notre avenir. Parce que le gouvernement, il était dangereux. Dangereux? Waouh, c'est le bon verbe. Il tuait des gens des fois aussi.
tuer des gens, hein? En Mozambique aussi, il y a beaucoup de violence. Ils volent des personnes comme ça. Ils te rendent pas comme c'est pas comme en Algérie qu'ils demandent de l'argent comme ça. Ils volent juste les personnes. Et puis après, on reverra plus la personne. Non. Waouh. Donc la personne va disparaître. Et il fait aussi de la violence avec cette personne. La violence, hein? Il torture les gens? Oui. Aïe, aïe, aïe. Regardez les enfants, est-ce qu'ils sont tous pareils? Ils sont tous contents. Ils sont très contents. On voit des enfants qui sont heureux. Waouh, hein? C'est pour ça que leurs parents ont pris leurs valises, hein? Moi j'ai l'habitude de frapper le ballon avec la tête, je joue au soccer. En travaillant avec ces enfants-là, j'ai l'impression que je donne ce que je n'ai pas donné à mon pays. La vie, c'est quelque chose de fragile. Il faut user de bienveillance pour qu'elle croisse, pour qu'elle parfume la vie des autres. Le rapport à la mort et le rapport au fait de tuer n'est pas le même en contexte de guerre qu'en contexte de paix. La mort devient banale et le rapport à la vie, à la mort va changer. Donc quand on accueille des enfants ayant vécu dans des contextes de guerre, c'est important de comprendre que quand on parle de choc culturel, ce n'est pas uniquement la langue, la croyance, mais c'est aussi le rapport aux choses, le rapport à la violence, le rapport au corps, le rapport à la vie, à la mort. C'est vraiment très différent, dépendamment des expériences vécues par les gens. Tu veux de yogourt? Tu veux? Voilà. Oui. Demain, moi, je pars à l'école, toi, tu pars à la garderie. Alors, on n'a pas le temps. La semaine prochaine, on va aller avec grand-maman à Montréal, peut-être. Quand tu as ça, un plat comme ça, 20 personnes peuvent manger. Bon. En plus, quand tu as ce genre de nourriture, tu es comme content. Parce qu'il y en a, c'était même qui n'ont pas. C'est toi qui n'ont pas quoi manger. Ouais. OK. C'était ça. C'est compliqué. C'était difficile. Très, très compliqué. OK. Moi, je ne pensais pas qu'il aura une vie où tu peux aller à l'école, tu peux avoir des amis, tu peux acheter des choses que tu veux. Tu peux être comme libre. Moi, si quelqu'un me disait ça en Afrique, j'allais dire c'est pas vrai. Ma mère faisait la commerce, mais après la guerre, tout ça, c'est resté comme dans la guerre. Après, on est allé au camp des réfugiés. Là-bas, on ne travaillait pas. Parce que quand j'ai eu 13, après, on est parti dans une... je sais pas comment dire en français. C'est un endroit où on cherche de l'or. Une mine. Une mine, c'est ça. Le trou, ça va être vraiment loin. Certains peut être comme 9 mètres. Et il y a une personne qui va entrer dedans, qui va
creuser encore dedans. Il va prendre ce sable qui est dedans, l'autre va être en haut, il va monter, il va tirer. Et nous, on va être dans l'eau, on attend de laver ce sable pour faire sortir de l'eau. Quand ça se couille, il y a certaines personnes qui font casser le dos dans ça. Certaines personnes, beaucoup de gens meurent dans ça, beaucoup. C'est un travail de fou, madame. J'arrivais quand même les fêtes à m'acheter des vêtements et celles de ma soeur. Et on mangeait bien comme les autres. Je pense que j'ai commencé à travailler 7 ans. Mais pour que je creuse aussi mon propre trou, que je fais sortir le gravé, c'était à 10, 11, 12, 13 ans maximum. Attends, tu vas voir où il y a les... Tu vois, il y a les enfants, il y a les gens qui prennent ça, qui mettent sur la tête. Tu vas faire des kilomètres avec ça pour aller laver. Des fois, tu arrives, tu as le mal au cou. Et après, quand tu fais de l'éducation physique, tu viens pas le lendemain à l'école? Non, maintenant, je viens à l'école. OK, maintenant, tu vas? OK, bon. Maintenant, je viens, madame. Tu es habituée. Ouais, c'est ça. L'année passée, quand elle s'absentait, on savait qu'il y avait éduc la veille. Oh my God! Arrêtez, madame. Ben, c'était parce que des fois aussi, je suis comme... Je me sens pas bien, c'est pour ça. Là, je parle aux gens, je vous parle des fois. OK. Et je parle des fois à mes amis. OK, donc pour toi, les malaises que tu avais, c'était plus psychologique? Oui. Ah oui? J'avais plus mal au cœur que... Genre, je m'évanouissais plus souvent. Oui, parce c'est ça que tu me je me parlais pas et j'avais plus... Ah, d'accord. Je sentais comme s'il y avait quelque chose qui attendait mes poignets dans mon cœur. OK. Tu vois, ça allait un peu comme ça, mais je vais vous montrer ma photo à moi. Ça, c'est toi? Ouais. Oui, attends, j'envoie l'autre photo, peut-être vous allez mieux le voir. Tu te ressembles pas, hein? Oui, mais madame, j'étais jeune. Tu avais déjà Mamadou? Ici, non. OK. Un an après. Un an après, tu as eu Mamadou. Oui. Ça veut dire quelques mois avant l'agression, ça? Ouais. Donc, tu avais l'air de ça quand quelqu'un a décidé de t'agresser. Dans tout ça, dans ton histoire en Afrique et tout, Mamadou était où? Comment? Mamadou n'était pas encore né quand on était au camp. Mais après la guerre, on était allé dans un petit village. C'est là où j'ai subi cette violence sexuelle. Et c'est ça. Après, je su que j'étais enceinte. Mais à mon âge, enceinte, je sais pas. Tu avais quel âge? 12 ans. 12 ans? Ouais. Je me suis trouvée à l'hôpital. Après l'agression? Oui. Et il y avait des trucs partout sur mon corps, je sais pas. J'arrivais pas à marcher. Quand la madame m'a dit, il est en chemin. Je sais pas qui est en chemin. Je comprenais pas. J'ai demandé à ma soeur, est-ce que c'est le monsieur qui doit venir nous donner à manger? C'est lui qui est en chemin? Je comprenais pas. Et là, elle m'a dit, tu vas comprendre bientôt. OK. Et là, j'ai attendu bébé pleurer, voilà. Et après, on m'a donné l'enfant, donne-lui du sein, mais je n'ai pas donné sein parce que j'avais les seins qui me faisaient mal et je ne comprenais pas, je ne sais pas, l'enfant il a qui. Il me disait comme tu dois manger et que tu ne dois pas bouger fort, sinon ce n'est pas bon pour toi, ça va te causer des problèmes. Mais si je ne bouge pas, qui va le faire? Si je ne sors pas, on va mourir de faim. Et à un moment donné, c'était comme si c'était moi le responsable de la famille. Et voilà. À 13 ans? Ouais. Puis, comment était l'attitude des autres par rapport à toi? Horrible. Il n'arrêtait pas de m'insulter, de me traiter de tous les noms. À son âge, il a déjà un enfant, c'est comme ça. Avant, ça me faisait mal parce que je sais que je ne suis pas ça, mais ça me faisait quand même mal parce que c'est non, en général, je ne veux pas l'entendre. Mais c'était devenu comme une chanson et même ma mère, elle avait aussi honte à ma place parce que elle sortait avant pour aller voir ses amis, mais elle ne sortait plus à cause que ses amis aussi n'arrêtaient pas de dire qu'elle a mal éduqué sa Mais là, fille. toi, tu étais une victime. Je ne sais pas, mais on dirait qu'eux, ils ne comprenaient pas ça, en fait. Donc, tu as pu compter sur personne Ouais. pour un soutien moral. On ne parle pas de financier, on a compris que tu comptais sur toi-même, mais moralement parlant, non. Toute seule, à se débrouiller. Je sais que c'était pas de ma faute, mais c'est pas tout le monde qui va comprendre ça en fait. Déjà en Afrique, les gens me jugeaient, déjà. Donc, ça me fait peur même de parler à les gens, à dire à les gens que j'ai un enfant. Non, c'est ça.
La patience, c'est quelque chose de très important. Traumatisme et résilience viennent toujours ensemble. Il faut être dans des conditions d'adversité et survivre et surmonter des conditions d'adversité. Mais là, justement, quand il y a trauma, il y a aussi un potentiel d'adaptation, de survie qui viennent aussi avec. Ces réfugiés, ces demandeurs d'asile ne seraient pas ici s'ils n'avaient pas eu des stratégies d'adaptation. Donc il faut voir ça, il faut voir les stratégies et ça peut aider. Ça peut même aider d'autres enfants. Les garçons, je suis prête, moi. Et vous? Oui. Okay. Othman, va au bout du rang. Attends, ça part. On va prendre 3 grandes respirations. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Tu vas regarder toutes les personnes qui font partie de notre groupe de parole. On se regarde. Pas besoin de te retourner. Tu regardes simplement tout le monde, dans les yeux. Et une fois que c'est fait, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, le thème, c'est la violence. Quand tu entends ce mot-là, ou quand tu vois cette image, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Comment ça te fait sentir, Ça en fait fait? vivre, dans le fond. Ouais. Ça peut être de la violence comme la guerre froide ou de la violence littéralement ou avec la guerre mondiale juste. Avec des armes, des tanks. Qui sait? Comme tu dis, des mauvais mots, c'est impoli. OK. Ça, c'est une forme de violence pour toi? Et si quelqu'un frappe une autre personne, même si c'est pas mon ami, quand même, ça me sent des sentiments. De la peine, une colère ou de la tristesse. Ça me fait penser à quand mon père me fait des milliards de balayettes laser. Des milliards de balais? De balayettes. C'est quoi des balayettes? Comme ça. Merci, Zakaria. Dans les pieds, comme ça. Oh, qui te fait tomber. Est-ce que ça, c'est juste en jouant au soccer ou c'est juste comme ça? Comme ça. OK. Parce que je fais des bêtises à chaque fois. Il y a des élèves qui montrent les mauvais doigts. Alors, je peux faire aussi de la violence avec des signes, pas seulement verbal ou physique. Je peux faire des signes silencieux, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Jérôme? Ça te donne des coups, mais ça te blesse, comme ça te donne la peine. Il ne ressent pas qu'est-ce que tu ressens. Mais toi, au fond de toi, tu es triste, tu es en colère, tu veux le frapper, mais tu peux pas. C'est quoi la violence? Moi, je sais pas. OK. Alors moi, je m'en fiche de violence. Tu t'en fiches de la violence? Ça veut dire que ça veut dire quelque chose pour toi. Oui. Si tu t'en fiches de la violence, ça veut dire que tu sais ce que ça veut dire la violence. Oui, je ne veux pas le dire. C'est quoi ça veut dire? Ah, il ne veut pas le dire. Ah, t'as le droit. C'est son droit. Ça fait quoi aux gens, la violence? Mustapha? Ça peut blesser dans tes sentiments et ça peut aussi te blesser physiquement. Quand quelqu'un nous frappe, nous fait du mal, quand on se sent triste, comment on fait pour se sentir mieux après tout ça? On s'éloigne, on respire, et puis après, un petit moment, on part s'excuser, et comme ça, vous pouvez redevenir des amis. Moi, je veux juste parler à Blasis. Pourquoi tu voulais dire de la violence? Pourquoi tu as ri de la violence lorsqu'on parlait de la violence? Est-ce que tu veux répondre à cette question?
Oui. Vas-y. Je vais te répondre. Dis-moi. Parce que moi, mon frère et soeur, on fait toujours... Non, j'ai fini. Parce que ton frère et toi, vous faites toujours quoi? Rien. De la violence? Rien. Ok, Blasé, on va pas te rire. Tout le monde t'écoute. Je pense que ça lui fait penser à quelque chose qu'il fait avec son frère. On ne sait pas, mais il a le droit de ne pas nous le dire aussi. En Syrie, si on ne faisait pas nos devoirs ou quelque chose comme ça, il nous frappait, il me fait de la peine. Ça a réveillé des émotions quand tu étais à l'école en Syrie, c'est ça? Là-bas, je me sens vraiment pas en sécurité, j'ai même pas confiance en moi parce que si je fais quelque chose, j'ai peur qu'elle me frappe. Mais ici, là, on peut pas frapper, alors je me sens plus confiance en moi et je peux faire des choses. Réfléchissez à ça aussi quand on parle de ce que ça vous fait vivre. Bien, la violence peut vous faire vivre aussi beaucoup de peur. Merci, Alain. J'étais en garderie aux Syrie. Je me souviens de tout. Quand je partais aux garderies, ce jour, la madame était trop méchante. Si on cassait un truc, elle nous frappe. Elle nous dit, ne dites pas à vos parents, sinon je vous frappe encore. J'avais très peur. Oui, il te frappe comme ça, boum, dans la tête. Des fois, quand tu marches, il te dit vas-y. Quand tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, après, sur ta tête. Dans mes fesses aussi. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est que depuis la garderie, tout le monde me déteste. Et qu'est-ce que j'ai aimé, que pour me calmer, je boxe quelqu'un. Hein? Je boxe. Je fais un box sur la face de quelqu'un. C'est ce que tu mets dans le coffre au trésor? Oui. Boxer quelqu'un? Oui, j'aime ça. OK. Et donc, pour vous, de blesser les sentiments de quelqu'un, de faire mal, c'est positif? Oui. À la fin de nos vies, on peut dire que j'ai vécu quelque chose qui a de l'allure. Mais tu es passé à travers Oui. un grand parcours, là. Un bourgeon cherche toujours le soleil. Donc, quand tu vis dans une société où la mort prend le dessus sur la vie, automatiquement, on songe à quitter pour retrouver ce soleil, pour retrouver la vie. En écoutant ces enfants, surtout quand je les reçois, quand ils arrivent, ça réveille souvent en moi cette douleur que eux ressentent. Ça la réveille, cette douleur. Le mot guerre et violence m'ont rappelé l'Algérie des années 90 jusqu'à 2000. Les premières pages des journaux ont montré des scènes horribles de femmes, de bébés et d'enfants qui ont perdu ce privilège précieux que la nature nous a accordé, qu'on appelle spontanément la vie. Ce qui m'a touché dans tout ça, c'est que ces personnes qui ont perdu la vie ne savaient même pas pourquoi. Ils ont perdu la vie, mais ils ne savaient même pas pourquoi. Tu sors de chez toi, il y a quelqu'un qui tire sur toi, ou bien quelqu'un qui te coupe la tête, tu ne sais même pas pourquoi.
Moi, j'ai vécu, donc j'étais prisonnier dans cette idéologie-là qu'on appelle le fanatisme. Mais ils n'étaient pas humains avec nous. On était des petits-enfants, on était des gamins, on était fragiles. On nous imposait ça. Vous savez, les traumatismes, c'est quelque chose qui ne s'efface jamais. Tu le sens au quotidien. Tu te lèves le matin, tu franchis la porte, tu sens ton cœur qui palpite. Le danger rôde autour. Hein? Et dans un contexte pareil, tout ce qui vient à ton esprit, c'est de quitter. Et quitter, c'est comme quand tu quittes des personnes qui ont souffert pour toi, des personnes qui ont accepté tout pour te donner la vie. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté, l'angoisse me rongeait le cœur. J'avais une boule d'angoisse ici. Parce que, à cause de la séparation, je me suis séparé de ceux qui me sont chers, d'un côté, de cette terre aussi. D'ailleurs, quand il m'arrive de retourner là-bas, je prends la terre et je la manipule, cette terre, cette poussière où j'ai joué quand j'étais petit. Des fois, je la sens. Comme ce matin, je les entendais parler de leur parcours. Je dis, c'est moi ça, c'est moi. Je me reconnais en eux. Et eux, je sais qu'ils se reconnaissent en moi. Ils se reconnaissent en moi. Et ça fait une chimie. Parce que c'est des enfants qui arrivent avec des parfums. Même s'ils ont quitté, ils étaient marqués par quelque chose de beau. Ils m'arrivent avec leurs chansons, ils m'arrivent avec leurs plats. Et des fois, quand je m'arrive de m'enfoncer en quelque sorte dans leur âme, je réalise qu'on a les mêmes sentiments, on a les mêmes souffrances, on a les mêmes angoisses face à l'exil, face au départ. On pleure de la même façon. On a la même conscience du danger qui nous a repoussés. Le danger qui nous a donné des ailes pour fuir. C'est le frère de ma mère. Le frère de ta mère et ça? C'est son fils. Son fils. Puis tu l'aimes bien, le frère de ta mère? Oui, trop. Il joue toujours avec nous quand on était petits. Oui. Comment il s'appelle? Bouralfa. Puis le petit bébé, c'est qui? C'est ton petit Madame, frère? c'est plus moi. Ça? C'est ma petite cousine. Ta petite cousine? Madame, plus moi. Elle a quel âge? Une semaine. Une semaine? Puis tu l'as pris dans tes bras? Non, pas encore. Pas encore. La OK. semaine prochaine. OK. Ah, c'est très beau. Je pourrais lui envoyer ton dessin. Parfait. C'est important pour qu'elle puisse le voir. Peut-être parce que j'ai vécu dans des pays où, au quotidien, c'est un peu moins doux. Quelque part, ça m'avait frappé comment toute souffrance humaine est un peu pathologisée. Ah, il faut tout le temps aller bien. Waouh, high five, hein, on est capable, bravo, on est bien. Mais non, on peut ne pas aller bien. Moi, je m'inquiéterais d'une personne qui n'est jamais triste, qui n'a jamais été triste. Mais j'espère que vous êtes en colère face à l'injustice, face à la violence. C'est normal. On peut tous être traumatisés parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Nous avons tous une santé mentale, c'est comme la santé physique. Votre santé mentale n'est pas la même durant toute votre vie. Il y a des contextes qui peuvent ébranler notre santé mentale. Alors vous comprenez le danger des étiquettes et des diagnostics parfois pour certains élèves et pour certaines personnes, même adultes, qui sont figées dans une posture alors que leur santé mentale va évoluer
Il y a des hauts et des bas. Dans beaucoup d'écoles, il y a de très belles initiatives, il y a de belles choses qui se passent, mais on a une tendance à faire porter à l'élève un peu ses difficultés, ses problèmes. L'enseignant va dire, mais c'est pas moi, c'est lui, il a un problème, il a un TDAH, il faut le médicamenter. Tout le monde se déresponsabilise, comme si personne n'était responsable de la situation, personne ne comprend, personne n'intervient réellement, et les compagnies pharmaceutiques gagnent énormément d'argent. Je pense que c'est important de sensibiliser le monde occidental sur les enjeux en lien avec l'accueil et l'intégration des élèves réfugiés dans nos écoles. Ouvrons les espaces et allons à la rencontre les uns des autres. Il est 2 heures. 2 heures, j'ai dit 2. Moustapha, recule. Il est 4 heures. Il est l'heure de... Alors tu le dis fort, Nada. Quelle heure est-il, monsieur Leloup? Est-il, monsieur Leloup? Elle lui a donné un gros câlin. J'essaie d'oublier ce passé et avancer dans ma vie parce que c'est pas mon passé qui va me retenir. Ça arrive que je pense à ça et que je me sens comme si c'était aujourd'hui ça m'arrivait. Mais j'essaie le plus possible de l'oublier et continuer ma vie. Et un jour, je vais finir par atteindre mes objectifs.